Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour suivre cette édition de la soirée avec moi sur ce plateau, Ferdous Hussein. Voici tout de suite les titres. La 23e séance du Conseil des ministres s'est tenue ce mardi 17 novembre sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement Ismaël Marguelé, où cette question a été examinée et approuvée durant le Conseil des ministres. Autre titre, le ministre de l'Environnement, M. Mohamed Moussa Ibrahim Balala, accompagné d'une forte délégation de son département et des autorités de la région de Bok, s'est rendu hier à Angarou pour la plantation de 5000 plantes mangroves. C'était les titres. Merci à vous si vous nous rejoignez. La 23e séance du Conseil des ministres s'est tenue ce mardi sous la présidence du chef de l'État, M. Ismaël Marguelé. Cette question a été examinée et approuvée durant ce Conseil des ministres. La première question est relative à la communication sur le bilan de la déconcentration et la décentralisation. La deuxième question est relative également à une communication présentée par le ministre de l'Enseignement supérieur sur l'état d'avancement du complexe universitaire. Quant à la troisième question relative à un projet de décret portant organisation et fonctionnement du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le processus de décentralisation découle d'une volonté politique clairement affichée et ayant pour objectif d'approfondir la dynamique de démocratisation enclenchée. Sa mise en œuvre répond à une vision stratégique mûrement réfléchie, formulée par le président de la République en 2000 lors du début de son premier mandat. Ce processus est passé par plusieurs phases. La première phase va de 2000 à 2005. C'est la période de l'expérimentation et de la préparation du terrain avec la création d'un ministère délégué en charge de la décentralisation. Les instances locales de gestion et de conseils régionaux provisoires sont mises en place. La deuxième phase est celle qui se situe entre 2005 et 2012. Cette phase est enclenchée par la tenue des premières élections locales dans l'histoire du pays en mars 2006. La troisième phase, de 2012 à 2016, est une phase de défis et des perspectives. Le constat général est que la décentralisation s'effectue à un rythme lent. En effet, les collectivités ne disposent que de peu de moyens financiers et administratifs pour mener leur action. Elles demeurent dépendantes du gouvernement central et sont relativement peu actives en matière de conduite de ces actions de développement économique et social. Le cadre national, donc, nécessite de nouvelles réformes concernant à la fois le transfert des compétences et des moyens humains et matériels, ainsi que la fiscalité locale et le financement des projets de développement. À ce jour, seuls les services de l'État civil de la gestion des marchés du domaine public ont été transférés aux régions. Bien entendu, certains départements techniques ont également des directions telles que la santé, l'éducation, les travaux publics dans les régions, mais je crois que de plus amples efforts doivent être déployés afin de déconcentrer réellement tous les services publics et les rapprocher des administrés. La priorité se situe donc au niveau de la concrétisation du transfert de plus de pouvoirs et de compétences, ainsi que des ressources humaines et financières vers les collectivités territoriales. Il faudra d'abord procéder à la révision
du cadre juridique et réglementaire, l'harmonisation des textes sectoriels avec ceux de la décentralisation. La seconde action se focalisera sur le renforcement du dispositif institutionnel en matière de gouvernance locale. Et le troisième champ d'action sera de développer de nouvelles initiatives et surtout en matière de communication. La deuxième question est relative à une communication présentée par le ministre de l'Enseignement supérieur sur l'état d'avancement du complexe universitaire nouveau de Balbala, ainsi que sur l'enseignement supérieur de manière générale. La rentrée universitaire 2015-2016 s'inscrit dans le cadre de la consolidation des filières d'excellence. Pour consolider l'adéquation éducation-emploi, 6 nouvelles licences appliquées ont été créées. De nouveaux masters ont été créés pour répondre aux besoins du marché par ailleurs. Le total des étudiants à l'université est de l'ordre de 8 614 étudiants. L'amélioration du niveau de l'enseignement passe aussi par la formation pédagogique des enseignants. Ces formations se font pour certaines filières en continu et pour d'autres en alternance. En matière d'équipement, il y a eu des efforts conséquents déployés. Au niveau de la bibliothèque, plus de 22 000 ouvrages ont été acquis et des abonnements en ligne ont été réalisés. Des équipements de simulation ont été achetés pour l'ISS et la construction de la nouvelle université est en cours de finalisation. Les travaux généraux ont été réalisés à hauteur de 80%. Ensuite, le Conseil s'est penché sur un projet de décret portant agrément à l'exercice de la profession d'avocat et a procédé à la nomination des responsables du ministère des Affaires musulmanes et de la Culture et le ministère des Affaires étrangères. Voici un second extrait du porte-parole du gouvernement et chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf. La troisième question concerne un projet de décret portant organisation et fonctionnement du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Ce projet détermine l'organigramme et les missions des différentes entités du centre qui constituent un instrument essentiel à la concrétisation d'une politique éducative visant à promouvoir une école de qualité. Ce texte fixe ainsi la stratégie structurelle retenue et les dispositions majeures définies, surtout en matière de création d'un certain nombre de directions et de services pour lesquels ces missions seront dévolues. La quatrième question est un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Une parcelle de terrain d'une superficie de 9 000 m², 6 à Balbala, Cheikh Ousmane, sera utilisée à l'implantation d'une école primaire. La cinquième question est un projet de décret portant agrément à l'exercice de la profession d'avocat de Mme Ayyan Hassan Hirsi, qui est titulaire d'un doctorat en droit. Elle remplit les conditions exigées par la loi pour être agréée à l'exercice de cette profession. La sixième question concerne un projet de décret portant nomination de 2 directeurs généraux au ministère des Affaires musulmanes et de la Culture. Messieurs Bachir Bileguele et M. Ilmi Nour Jama sont respectivement nommés directeur général du Diwan des biens Waqf et directeur général du Diwan de la Zakat. La septième question concerne un projet de décret portant nomination de Mme Mouna Younis Houch, administratrice civile de 2e classe, 2e échelon du corps de l'administration générale. Mme Mouna Younis Houch est nommée directrice de la coopération internationale auprès du ministère délégué chargé de la coopération internationale. En fin de séance, le ministre des Affaires étrangères a fait rapport au Conseil sur la participation du chef de l'État au 4e Forum Pays Arabes Amérique latine, tenu à Riyad du 9 au 11 novembre 2015. Le ministre de l'Intérieur a pour sa part fait rapport au Conseil sur sa participation au sommet de la Valette sur la migration tenu à Malte du 11 au 12 novembre 2015. Le ministre des Affaires musulmanes a pour sa part fait rapport au Conseil sur sa participation aux travaux de la 9e conférence islamique des ministres de la Culture tenue au Sultanat d'Oman du 2 au 5 novembre 2015. L'actualité de ce 22h, c'est aussi le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Hamad, qui a reçu aujourd'hui le nouvel ambassadeur de la République de Turquie, accrédité à Djibouti, Saadi Altinok. Première du genre, cette rencontre s'est déroulée au salon d'honneur de l'Assemblée nationale en présence de Ilmi Moussa Hassan, président du groupe d'amitié interparlementaire djibouto-turc, de Ismail Goulal Boudine, secrétaire général de l'Assemblée nationale, et de Mahdi Wabali Hassan, directeur de cabinet du président du Parlement.
Le président de l'hémicycle national a d'abord souhaité la bienvenue dans les locaux du Parlement aux diplomates turcs et un très bon séjour à Djibouti. Dans le cadre de sa mission diplomatique, à l'occasion de cette opportune, les deux responsables ont passé en revue l'excellence des relations djibouto-turques tout en rappelant les forts liens d'amitié et de coopération existants entre nos deux pays. Le président, M. Mohamed Ali, s'est félicité de l'excellence de la qualité de ces relations qui sont, a-t-il dit, appelées à s'intensifier pour le bien dans l'intérêt des deux pays et des deux peuples. Il a ensuite remercié la Turquie pour tous les nombreux projets financés dans notre pays ainsi que l'octroi de bourses d'études aux étudiants djiboutiens qui sont, a-t-il dit, le symbole de cette forte relation d'amitié. Direction le nord du pays où, dans le cadre de la journée nationale de la plantation d'arbres, le ministre de l'Environnement, M. Mohamed Moussa Ibrahim Balala, accompagné d'une forte délégation de son département et des autorités de la région d'Obok, s'est rendu hier à Angarou pour participer à la plantation de 5000 plantes de mangroves. Justement, donc, la plantation des arbres rentre dans le cadre de la préparation de la journée mondiale de la plantation des arbres et fait suite donc aux instructions du président de planter 600 000 arbres sur l'ensemble du territoire national. Les plantes destinées au reboisement de la forêt de Angarou proviennent tous des 4 pépinières situées dans la forêt et qui est très utile pour le bétail et la population du secteur, et ce grâce à la mise en œuvre d'un programme de reboisement de la forêt d'Angarou avec plusieurs dizaines de milliers de plantes d'arbres. Dans leurs interventions respectives, les autorités régionales ont remercié le ministre pour sa visite. Ils ont félicité le ministère pour ses efforts afin de régénérer la forêt de mangrove de Angarou. Aujourd'hui, dans le cadre de cette journée de plantation, nous avons procédé à la plantation de 5000 arbres. Mais comme nous avons commencé ce programme depuis plusieurs années, nous avons déjà planté 110 000 arbres. Un autre point important pour la visite ministérielle, c'est le fait que lorsqu'on est venu ici au début du projet, faire l'étude pour le projet, et qu'on a demandé à la population pourquoi la forêt de mangrove était en train de dépérir, ils nous ont expliqué que c'était par manque d'eau de mer parce qu'il y a eu un phénomène d'ensablement. Donc nous avons prévu dans le projet de creuser un canal pour permettre à l'eau de mer d'entrer dans la forêt et de permettre d'alimenter les arbres en eau suffisamment pour que les arbres puissent grandir. Donc le ministre a visité les travaux de creusement de ce canal. Nous avons constaté que les travaux avançaient très bien, que c'est un grand canal large de 35 mètres, 1,50 m de profondeur. Donc nous pensons que lorsque les travaux de canal seront terminés, que la forêt va régénérer parce que la forêt aura accès à suffisamment d'eau. Donc c'est un projet très important pour la communauté de Kourangar parce que cette forêt sert de réserve en période de sécheresse pour les animaux, notamment les chameaux, mais c'est aussi cette forêt qui permet aux petits poissons, aux crabes de se développer. Donc c'est un écosystème fragile qu'il faudra protéger, notamment dans le cadre maintenant du changement climatique. Tous les écosystèmes sont menacés par le changement climatique. Donc le projet que le ministère de l'Environnement est en train de mettre en œuvre a pour objectif de permettre de pérenniser cette forêt. Et dans une intervention faite à cette occasion, le ministre de l'Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, a annoncé que la plantation d'arbres se déroule sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, nous sommes à Angarou, dans la région d'Obok, pour planter ainsi 5000 plantes de mangrove avec la participation de la population du secteur et les techniciens de l'environnement. Et sans transition, le ministre de l'Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, a visité les sites du projet d'adaptation climatique autour de la forêt de Angarou. En premier lieu, le ministre et les responsables de la région, dont le préfet et le président du conseil, ont visité 2 périmètres agricoles de Guéret, où poussent des dattiers. Par la suite, la délégation a pris note de l'état d'avancement de la construction d'un nouveau canal construit par le ministère de l'Agriculture qui va alimenter la forêt de Angarou. Après le nord, nous vous emmenons au sud dans la ville de l'Unité où, à l'instar du pays, la région de Dikil a célébré la journée de plantation des arbres. Une journée qui a été consacrée pour planter des arbres dans les quartiers, établissements publics
ou tout le long des corridors de la ville de l'unité. Effectivement, avec la forte participation des autorités locales, dont le préfet de la région, Mohamed Cheikhou Hassan, le président du conseil régional, Abdelrahman Younis, le sous-directeur du ministère de l'Agriculture, Abdelrahman Omar, et les différents responsables des services déconcentrés. Toujours dans le sud du pays, mais cette fois à Ali Sabié, où la préfecture et le conseil régional de la ville Assadjoug a également procédé hier matin à une opération de plantation d'arbres. En effet, le préfet de la région, M. Mohamed Ouabari Assoué, le président du conseil régional, M. Omar Ahmed Ouaes, ainsi que la population Assadjoug ont participé massivement à cette journée totalement dédiée à la plantation d'arbres. Planter un arbre, c'est une action noble et une manière de prendre part à la protection de l'environnement. Ainsi, plusieurs arbres ont été plantés tout au long dans la ville d'Assadjoug. L'opération Plus d'arbres, plus de vie constitue une réelle contribution à la protection de l'environnement. À noter que cette journée nationale de plantation d'arbres du 16 novembre est initiée par le président de la République, M. Ismaël Margueli. Dans une interview, le directeur de l'agriculture de la région d'Ali Sabié, M. Abdibou, nous explique en détail cette opération nationale de plantation d'arbres. Retour donc à la capitale avec ce geste noble et humanitaire de l'association ABED de Belgique qui ont procédé à l'évacuation d'une petite fille pour des soins sanitaires à Bruxelles. La petite, qui est de retour à Djibouti depuis samedi, a subi des opérations et s'en est sortie indemne. Une opération du cœur qui a été un succès. La petite fille dénommée Resso Fouzi a été accueillie par ses parents, très contents de voir leur petite fille sur pied par la grâce de Dieu et l'aide de l'association ABED. Âgée de 2 ans, Resso vit dans la banlieue de Balbala et elle a subi cette opération du cœur à l'hôpital Saint-Luc en Belgique. Santé cette fois avec le lancement de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole dans la région de Dikil avec le médecin-chef Dr Mustafa et le préfet de la région Mohamed Cheikhou, le président du conseil régional, le coordinateur du programme ainsi que de nombreux députés de cette région. Cette campagne de vaccination contre la rougeole se déroulera du 14 au 19 novembre 2015 dans la région de Dikil ainsi que dans l'ensemble du territoire national. Objectif de cette campagne de vaccination est de lutter contre la rougeole des jeunes de 15 à 25 ans à Djibouti. Cela grâce aux efforts remarquables du gouvernement en collaboration avec les partenaires au développement. Cette campagne renforce les activités de vaccination de la routine, ce qui fait que dans toutes les structures de santé, la stratégie adoptée lors de cette campagne est le porte-à-porte des équipes de vaccinateurs ainsi que la vaccination des jeunes dans les collèges, les lycées, universités, les marchés publics et places publiques. La cible visée dans cette campagne était vacciner 100% de jeunes de 15 à 25 ans contre la rougeole, détecter les cas de personnes atteintes de rougeole, des actions de sensibilisation de porte-à-porte des maisons sont menées dans la région de Dikil par les équipes de vaccinateurs, enregistreurs, mobilisatrices et de relais communautaires. La priorité du ministère de la Santé est l'amélioration de la protection de tous les jeunes afin de prévenir cette maladie. Le Conseil national de la société civile djiboutienne a organisé une conférence au cours de laquelle des experts sont intervenus sur diverses thématiques comme le rôle de mission de la société civile, la contribution de la jeunesse dans l'acte citoyen ou la bonne gouvernance. Ont participé à cette cérémonie tous les représentants et membres de l'organisation de la société civile venus de la capitale et des régions de l'intérieur et plus de 1700 associations qui ont adhéré au Conseil national de la société civile djiboutienne. Cette conférence, présidée par le maire de la ville de Djibouti, Hussein Abdillahi, du président du Conseil national de la société civile, du président de la commune de Balbala. L'objectif donc de la conférence était de mettre en place une plateforme de rencontre, de discussion, de concertation et des débats entre les acteurs de la vie sociale. Actualité hors de nos frontières à présent, crash en Égypte. La thèse
de l'attentat confirmé par la Russie. Les services de renseignement russes ont indiqué mardi que le crash de l'avion russe qui avait fait 224 morts dans le Sinaï égyptien le 31 octobre dernier était un attentat. On peut dire qu'il s'agit d'un attentat, a annoncé le chef des services secrets russes, le FSB, Alexandre Bortnikov, au président russe lors d'une réunion dans la nuit de lundi à mardi au Kremlin. Pendant le vol, un engin explosif artisanal d'une puissance équivalente à 1 kg de TNT s'est déclenché, a précisé le chef du FSB. En conséquence, l'avion s'est désintégré dans l'air, ce qui explique pourquoi nous avons retrouvé des morceaux de fuselage dans un large rayon. Le chef de l'État, Vladimir Poutine, a promis de réagir vite, sans nommer l'État islamique. Pour autant, nous devons le faire sans tarder, trouver leur identité et nous les trouverons en n'importe quel point de la planète et nous les puniront, a ainsi martelé le chef de l'État russe. Vladimir Poutine rencontrera à Moscou François Hollande la semaine prochaine dans le but de parvenir à une coalition unique contre le groupe État islamique en Syrie qui, on vous le rappelle, ont revendiqué les attentats de Paris. Et justement, l'armée française a effectué de nouveaux bombardements sur le fief de l'État islamique en Syrie dans la nuit de lundi à mardi. C'est la deuxième opération menée depuis les attentats de Paris après ceux de dimanche soir. Pour la seconde fois en l'espace de 24 heures, un raid aérien contre Daesh à Raqqa en Syrie. Le raid effectué était constitué de 10 avions de chasse Rafale Mirage 2000 qui ont été engagés à partir des Émirats Arabes Unis et de la Jordanie et ont largué 16 bombes, une mission d'un format comparable à celle de dimanche soir. Depuis les attentats de vendredi, les États-Unis et la France ont aussi décidé d'accroître leur échange de renseignements sur les cibles potentielles. La France va intensifier ses opérations contre l'État islamique en Syrie grâce aux renseignements acquis et au déploiement prochain du porte-avions Charles de Gaulle qui va tripler sa capacité de frappe. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous.